Bonjour et bienvenue dans ce podcast toxique qui aujourd'hui est dédié à la maltraitance financière. Alors, déjà, encore une fois, un petit trigger warning, nous allons parler de maltraitance, donc on va parler de maltraitance physique, de maltraitance psychologique, on va parler d'emprise, on va parler de choses qui ne sont pas très agréables et qui vont peut-être provoquer la remontée de certains traumatismes chez vous. Donc si vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête à ressentir tout ça et que ça vous trigger un peu trop, eh bien n'écoutez pas cet épisode. Qu'est-ce que j'entends par les violences, les maltraitances financières? Eh bien, alors, on va reprendre depuis le début. Les parents dominateurs, ce sont des parents qui n'aiment pas, enfin qui ne supportent pas que leurs enfants existent sans eux. La fusion entre un parent et un enfant, c'est quelque chose de normal quand il est vraiment tout petit. C'est-à-dire que c'est normal de faire des choses à la place de son enfant quand il est vraiment tout petit. À 3 ans, on laisse pas un enfant faire les courses tout seul. On fait les courses à sa place. On laisse pas un enfant se balader tout seul, prendre la voiture tout seul, ou ce genre de choses. On le fait à sa place, ok ? Mais on le fait à sa place pour qu'il grandisse dans un environnement sain, pour qu'il se sente protégé et en sécurité, et pour que plus tard, paradoxalement, parce qu'il se sent protégé et en sécurité à la maison, il s'en aille. Sauf qu'au bout d'un moment, cette fusion, elle s'arrête. Vers l'adolescence, l'enfant prend son indépendance et commence à prendre son autonomie, et du coup, à ce moment-là, on lâche la fusion, on laisse son enfant prendre son autonomie. Sauf que les parents dominateurs ne supportent pas ça. Donc, comme ils ne supportent pas ça, ils essayent de reprendre le contrôle et de reprendre la fusion à tout prix. Et ça passe parfois par des moyens financiers. Donc c'est des parents qui récompensent leurs enfants avec de l'argent, par exemple. Beaucoup trop. C'est pas oui, je te donne, j'en sais rien moi, 10 balles ou 5 balles parce que t'as eu 20 sur 20 à ton contrôle de maths et du coup tu vas t'acheter ce que tu veux avec. Non, c'est plutôt je te donne cet argent en te disant que c'est de bon cœur et plus tard, quand tu seras en position de vulnérabilité, je te dirai tu es censé être redevable car je t'ai donné cet argent. Et ça peut se répercuter dans plein d'aspects de la vie. C'est pas seulement chez les parents. Il y a aussi certains conjoints qui font ça, qui isolent leur conjointe ou conjoint. Voilà. Homme ou femme, hein, quand je dis conjoint, en français le masculin l'emporte encore, donc voilà. Ça peut être tout type de genre qui font ça. Donc c'est des gens qui isolent leurs victimes, qui les isolent non seulement de leurs amis et de leur famille, mais aussi de leur travail. Donc c'est à la fin des victimes qui ne peuvent plus travailler, qui n'ont pas d'accès à leur argent et qui n'ont pas d'accès à l'argent de manière générale. Et je me souviens de cette forme de maltraitance financière parce que par exemple mon ex, sa mère souffrait de cette maltraitance financière, c'est-à-dire que elle travaillait à une époque, elle s'est arrêtée de travailler pour élever ses enfants. À un moment, elle a voulu se faire une reconversion professionnelle et sa reconversion ne s'est pas passée comme prévu puisque pendant les 2 ans de chômage auxquels elle avait droit, elle n'a pas réussi à faire décoller son activité. Et pourquoi ? Parce que à la maison, elle devait s'occuper de ses, entre guillemets, enfants, c'est-à-dire son enfant de 65 ans et son enfant de... je crois qu'il a l'âge de mon frère le plus grand, il a 30... j'ai quel âge ? J'ai 33 ans, donc il a 37 ans. Donc ça commence à faire beaucoup, elle n'arrivait pas à s'en sortir et... elle se rendait compte que cette situation l'étouffait, qu'elle avait envie de partir, sauf qu'elle n'avait pas d'argent. C'est-à-dire que le salaire qu'elle avait à l'époque, il était directement versé sur le compte joint, auquel elle avait très peu accès. En ce moment, il y a très peu de choses
qu'elle peut payer seule. Et en plus, son mari est hyper radin, évidemment, donc voilà. Donc comment sortir de ce genre de situation-là? Et c'est encore pire, enfin encore pire, non, c'est une situation tout à fait similaire quand c'est les parents qui ont toujours eu l'argent et que toi, tu n'en as pas, et que tu as envie de partir, mais comment? Comment est-ce qu'on fait? En France, il y a plein de solutions. Après, je peux pas parler pour les pays de l'Union Européenne, tous les autres pays. En tout cas, je sais qu'en France, on a la sécurité sociale, on a plein d'aides, la CAF, etc., etc. Donc, on peut s'en sortir, mais je vais vous expliquer comment. Et pour ça, je vais m'aider des témoignages que j'ai reçus cette semaine. Alors, on va commencer par le premier qui est ici. Hop hop hop. Coucou Tévi, je viens de voir ton TikTok sur les maltraitances financières. Voici quelques-unes que j'ai pu vivre. À ma naissance, mes parents ont ouvert un compte en banque pour y déposer régulièrement de l'argent. Ils y déposaient aussi les chèques que les gens de ma famille m'envoyaient régulièrement. Je n'ai eu connaissance de ce compte qu'à mes 13 ans, en voyant un chèque de 200 € à mon nom. Étant un peu étonnée, j'en ai parlé à mes parents, qui, assez gênés, m'ont avoué que j'avais effectivement un compte. Lorsque je leur ai demandé combien il y avait dessus, ils ont refusé de me répondre. J'ai insisté pendant plus de 3 ans. À mes 18 ans, on m'a répondu 0 €. En effet, mes parents avaient vidé mon compte pour réinjecter l'argent dans l'entreprise de mon père et le convertir dans de l'or, or que je n'ai jamais vu, bien évidemment. Par ailleurs, juste avant de me mettre hors de chez moi, ils m'ont retiré tout mon liquide et carte bleue afin de me bloquer de partout. Voilà pour mon témoignage, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler de toute manière, hâte de voir ton prochain podcast. Bonne journée à toi. Eh bien écoute, merci beaucoup. Donc évidemment, cacher à son enfant qu'il ou elle a de l'argent, évidemment c'est tout à fait possible. Avant ses 18 ans, un enfant ne peut pas être responsable de son compte. Et c'est ses parents qui ont la responsabilité de ça. Le problème, c'est qu'il y a des parents qui font n'importe quoi avec ça. C'est-à-dire qu'ils ne... comme c'est des parents qui ne supportent pas que leur enfant existe sans eux, du coup cet enfant n'a pas le droit d'exister, donc cet enfant n'a pas le droit d'avoir des possessions non plus. C'est un enfant qui n'a pas de possession. C'est un enfant qui n'existe qu'à travers ses parents. Donc tout ce qui lui appartient, finalement, appartient à ses parents. Et vous avez déjà dû entendre, t'es pas chez toi ici. T'es pas chez toi ici. Et ça, c'est une forme aussi de maltraitance qui passe par là. C'est-à-dire que comme tu n'habites pas chez toi, apparemment tu habites chez tes parents, eh bien tu n'as rien le droit de faire. Tu n'as pas le droit de posséder des choses et tu n'as pas le droit d'avoir des affaires. Et les parents en profitent parce que comme tu n'habites pas chez toi et que tu es redevable de tes parents, eh bien tu leur es redevable absolument pour tout. Pour la nourriture qu'ils t'achètent, pour les vêtements qu'ils t'achètent, pour le toit qu'ils te mettent à disposition, pour plein de choses en fait, pour tout et n'importe quoi. Et du coup, comme tu es censé être redevable de tout, eh bien l'argent que tu reçois du reste de ta famille, c'est un argent que, a priori, tu n'as pas le droit de toucher. Et en plus, il y a un truc qui s'appelle le droit à la procuration sur les comptes. En fait, les procurations, c'est quelqu'un qui peut gérer ton compte à ta place. Donc on donne le droit de procuration à quelqu'un. Et en fait, ce droit de procuration, c'est un droit de regard sur le compte. C'est-à-dire que si je donne un droit de procuration à, je sais pas, ma mère pourra voir tous mes virements, tout ce qui se passe sur mon compte en fait, et je crois qu'elle peut faire aussi des virements à ma place, donc c'est extrêmement dangereux, c'est très très dangereux en fait, parce que a priori, tes parents ils ont un droit de procuration sur tes comptes jusque tes 18 ans, et à tes 18 ans, tu as le droit de reprendre le contrôle de tes comptes en le disant tout simplement à ton banquier, en disant bon voilà, je veux reprendre le contrôle de mon compte, j'enlève le droit de procuration à mes parents, et c'est là que les ennuis commencent de manière générale. Donc pensez-y,
Pensez-y, si jamais vous avez un compte à votre nom et que vous êtes mineur, pensez au droit de procuration, demandez-vous si y a quelqu'un qui a un droit de procuration, parlez-en à votre banquier, demandez-lui s'il y a un droit de procuration sur vos comptes quand vous devenez majeur, et déjà, rien que ça va vous sortir d'une certaine panade. Voilà, donc déjà pour ce premier témoignage, merci beaucoup. Ensuite... nous en avons un autre qui est là. Hello, ça va? Je viens de voir ta vidéo TikTok sur les maltraitances financières. Je n'avais pas imaginé qu'on puisse aller si loin, mais l'argent c'est un sujet facile pour tenir quelqu'un. Je refuse d'en parler avec ma mère maintenant. Elle ne sait pas gérer le sien, mais ne parle que de ça. Elle n'en a jamais, mais achète tout et n'importe quoi, jette tout dès qu'elle en a marre, m'a pris toutes mes économies pour ma première voiture. Sur le principe de participer, je veux bien, sans me demander ce que je voulais. Elle m'a forcé à en prendre une neuve que je devais donner ensuite à ma sœur, alors qu'une petite occasion m'aurait suffi. Ok, elle a complété la somme. Elle me le fait payer tout le temps après. Je t'ai payé ça, je t'ai offert ci, et tes études, et ton truc. Là, ma mère est décédée, je crois que c'est ça qui est écrit, et elle est en désaccord avec son frère sur le testament. Non, sa mère, pardon, excusez-moi, c'est sa mère, donc c'est la grand-mère qui est décédée, et la mère est en désaccord avec son frère sur le testament. Comme je sais des choses qu'elle ne sait pas et que pour moi elle ne pense qu'à l'argent, j'ai refusé de m'en mêler. Elle me le fait payer aussi. Elle m'insulte, refuse de me parler pendant des jours en disant que je suis dégueulasse, que je prends le parti de son frère. Que si elle gagne, elle me donnera rien, mais à mes sœurs, oui. Maintenant, je refuse qu'elle me donne des sous. Mais elle peut me faire des virements, alors je trouve ça déjà épuisant, alors j'ose pas imaginer ce que tu as décrit. Oui, les descriptions, c'est effectivement quelque chose d'épuisant. Ensuite, donc j'ai oublié, pour se changer, quand elle a vendu l'appartement que ma grand-mère lui a légué, parce qu'elle avait besoin de sous alors qu'elle loue pour beaucoup moins que sa valeur, elle a interdit à quiconque de m'en parler, alors que j'ai passé beaucoup de temps là-bas enfant. Elle voulait me punir de ne pas lui parler. J'aurais pu le racheter ou au moins faire mon deuil pour se venger. Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai très mal lu. Donc, elle a vendu l'appartement que sa grand-mère lui a légué et a interdit à quiconque de lui en parler, alors qu'elle aurait pu le racheter et que ça a une grosse valeur sentimentale. Donc oui, je comprends tout à fait. Donc là, il y a aussi une énorme partie de manipulation, et c'est ce que font les parents en fait, pour reprendre le pouvoir, pour reprendre le contrôle, pour reprendre la fusion, et ben ils le font payer à leurs enfants en fait. Je te donne ça, donc tu dois rester près de moi. Et ils pensent réellement que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas une manière de nuire. Ils pensent pas à vous quand ils font ça. C'est-à-dire qu'ils font pas ça pour votre bien, même si c'est ce qu'ils disent. Non, ils font ça pour eux. Je vais priver ma fille de ses comptes et de ce que sa grand-mère lui a légué. Et comme ça, elle restera près de moi. Elle n'aura pas le choix. En fait, c'est comme ça qu'ils pensent. Et c'est comme ça qu'il faut considérer la situation. Donc, à chaque fois que tu dis non, à chaque fois que tu refuses l'argent, à chaque fois que tu t'en vas, et qu'ils n'ont plus aucun contrôle sur la situation, et ben c'est à ce moment-là que ils pètent un câble en fait. Et d'ailleurs ça me rappelle quand moi je me suis libérée financièrement de mon père, alors ça m'a foutu dans la merde mais c'était la meilleure décision de ma vie. Mon père, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir quand ma mère m'a foutu à la rue. Et ben j'ai demandé à mon père de me verser directement la pension alimentaire de ma mère. Parce que de toute façon, elle ne l'utilisait pas pour nous payer des courses à mon frère et à moi. Elle l'utilisait pour se payer des affaires personnelles comme un ordinateur, un téléphone, des trucs comme ça. Donc il a arrêté de lui verser à elle, il me l'a versé directement à moi. Et du coup, le problème c'est que cet argent, c'était un moyen de pression. Évidemment. C'était un moyen de pression pour moi, c'était un moyen de pression pour vivre. C'était un moyen de pression pour que j'aille le voir, c'était un moyen de pression pour que je lui sois redevable de choses et que je continue à être une bonne fille, entre guillemets. Donc un jour, quand je n'étais plus chez lui, quand je suis partie, que je suis revenue en région parisienne pour travailler,
j'ai eu un appel avec lui où il m'a dit non mais voilà, Tevy, si tu viens pas me voir, je te coupe les vivres. Et je lui ai dit ok, coupe-moi les vivres. Parce que maintenant je travaille donc j'ai plus besoin de ton argent, donc c'est très bien, arrête de m'en verser. C'est cool. Et il a arrêté de m'en verser, et il pensait que je pense que j'allais revenir en pleurant, sauf que ça n'a pas été le cas. Et je pense qu'il s'attendait pas à ce que je lui dise ok, on arrête parce que ça devient malsain. Non, je pense qu'il pensait reprendre le contrôle là-dessus. Et il a vraiment pas été content, et il me l'a fait payer plein de fois, plein de fois, sauf que c'était une très bonne solution de ne plus avoir cette emprise. Et c'est ce que je conseille aux gens. Même si ensuite ça m'a mis dans la merde financièrement parce que j'ai changé beaucoup de travail et que j'avais plus la même paye à la fin et que je pouvais plus payer un loyer, que j'ai dû faire une reconnaissance de dette de 2000 balles. J'ai réussi à m'en sortir à la fin. Ça m'a mis longtemps. 2 ans je crois. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de se délivrer de l'emprise financière en fait. Le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de prendre son indépendance financièrement, de trouver un travail, et puis de partir. Et je faisais des études à cette époque-là. Et j'ai arrêté mes études pour commencer à travailler. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui j'ai pas de travail, ça veut pas dire qu'aujourd'hui je fais pas le métier de mes rêves, c'est juste que ça prendra plus de temps. Et c'est tout à fait ok. C'est tout à fait ok. Si c'est pour se libérer d'une emprise financière dont vous allez souffrir si vous continuez vos études, je trouve que c'est une bonne solution. S'il faut bosser à McDo pendant 2 ans pour se sortir de ça, faites-le. Faites-le. Ce n'est que 2 ans. 2 ans, c'est rien. C'est absolument rien. Vraiment, hein, vraiment. Si à la fin vous avez mis assez de côté et que vous pouvez prendre un mi-temps pour continuer vos études, faites-le. Faites-le. Ou alors choisissez des études par correspondance. Ou alors, il y a plein de solutions en fait. Mais il faut les saisir. Parce que c'est quelque chose qui va... Cette emprise financière va vous bousiller votre santé mentale. Et moi, ça m'a bousillé pendant tellement longtemps que jusqu'il y a peu, peut-être 3 ans, ça a été difficile de parler de mes prix, des prix de mes coachings, d'argent dans mon couple. L'argent était devenu un sujet hyper problématique parce que mon père avait cette emprise financière sur moi, et ma mère aussi d'ailleurs. Ma mère aussi. Parce qu'elle était affreuse avec moi à chaque fois que je la voyais. Et les seuls moments d'apaisement, c'était quand elle me payait des trucs, quand elle me payait mes lunettes, quand elle me payait des vêtements. C'était le seul moment où c'était cool, où elle était cool. Parce que me payer un truc, ça lui faisait plaisir, parce qu'elle savait que plus tard, elle pouvait me le remettre dans la gueule. Sauf que c'est pas ça, une relation saine avec ses enfants. Ce n'est pas ça. Donc voilà. Donc, merci en tout cas pour vos témoignages encore une fois. Et j'espère que mon avis vous a éclairé. Alors ensuite, pour mon témoignage, mon ex-beau-père, déclaré pervers narcissique par des psychologues, allait même jusqu'à enlever les pneus de la voiture de ma mère et avait caché son portefeuille dans une forêt. Il encaissait également les chèques de ma mère destinés à payer ses dettes, etc. etc. Alors oui, la maltraitance financière, elle va jusque là. Elle va jusqu'à encaisser l'argent de la personne à sa place, elle va jusqu'à la priver de ses finances. Enfin, je reparle de la mère de mon ex par exemple. Elle n'avait plus accès à son argent. Elle n'avait plus accès à son argent parce qu'elle s'était mise en couple avec un mec qui sous couvert de vieille France, sous couvert de mais c'est moi l'homme de la maison, c'est moi qui rapporte de l'argent, sous couvert de tout ça, ne lui laissait plus le contrôle de son propre argent. Et c'est extrêmement problématique parce que la pauvre n'avait plus aucun contrôle sur sa vie. Qu'est-ce qu'on fait sans argent ? Qu'est-ce qu'on fait sans argent ? Rien. Donc c'est pour ça que l'argent c'est quelque chose d'important, et c'est aussi un sujet dont il faut vous libérer, parce qu'ensuite on a peur d'en parler, on est stressé pour tout, enfin c'est vraiment affreux. Donc
Si vous pouvez vous faire accompagner pour ça, c'est super. Ok, alors, coucou, comment vas-tu? Quand j'étais avec mon ex-pervers narcissique, l'argent était un truc clé pour me tenir en effet. Bon, par contre, il n'a jamais été jusqu'à s'octroyer mes comptes, mais il me disait vas-y achète ça, ça va te faire plaisir, et puis tu me fais un cadeau à moi aussi, beaucoup de manipulation. Il passait son temps sur des jeux internet en ligne et pour avancer plus vite bien sûr, à des moments certaines choses sont payantes, alors au début c'est 2-3 euros, sauf que cumulé, comme la carte est enregistrée, ça fait 200-300 euros en jeux vidéo. Je lui achetais sa cam aussi et je payais la quasi-totalité des charges, location de la maison, etc. Je me surnommais la vache à lait, trop bon, trop con, voilà. Alors oui, j'ai déjà eu d'ailleurs une cliente qui avait vécu ça. Ça avait l'air absolument affreux d'ailleurs, elle lui payait sa cam, en plus quand il était en manque il devenait violent, elle payait tout pour lui, il participait absolument pas. Et puis franchement la pandémie a été vraiment un sujet pour les maltraitances quoi, enfin c'était la porte ouverte. C'est-à-dire que lui il travaillait dans la restauration et du coup comme il travaillait dans la restauration il lui disait bon bah voilà tout est fermé, je peux pas participer parce que je travaille pas. Sauf que chômage partiel bro. Enfin voilà, les gens... Et puis je trouve aussi que le manque de connaissances et le manque de visibilité, le manque de transparence, c'est quelque chose qui joue en la faveur des bourreaux dans le sujet de la maltraitance financière. Par exemple. Quand ma mère m'a foutue dehors et que je me suis installée toute seule, donc mon père me donnait une pension alimentaire qui n'était pas assez pour vivre dans Paris, même dans un petit studio dégueulasse. C'était un clapet à lapin. Franchement, je vivais dans un 15 mètres carrés, place de Clichy, il y avait des dealers en bas de mon immeuble, il y avait de la moisissure sur les murs, c'était affreux. Donc en plus j'étais en couple avec un pervers narcissique à ce moment-là, donc vraiment ça n'a absolument pas aidé. Donc j'ai dû travailler en plus. Avec cet appartement j'avais le droit à la CAF. Donc la CAF c'est la caisse d'allocation familiale, c'est une aide qui est calculée en fonction de votre loyer et de vos revenus. Je n'avais pas le droit à la CAF. Pourquoi j'avais pas le droit à la CAF? Parce que j'étais encore déclarée sous le foyer fiscal de mes parents. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que si t'as deux parents qui sont aisés et qui te foutent dehors et que t'es encore sous leur foyer fiscal, non seulement eux, ils payent moins d'impôts parce qu'ils sont censés subvenir à tes besoins et que tu fais partie de ce foyer fiscal, donc c'est comme ça que les impôts sont calculés, voilà. Non seulement eux ils payent moins d'impôts, mais toi tu n'as le droit à aucune aide parce que tes parents sont censés subvenir à tes besoins. Donc, par exemple, ce que mon père faisait, c'est qu'il me versait une pension alimentaire et que comme cette pension alimentaire elle était déclarée, lui de son côté c'était dégrévé de ses impôts. C'était enlevé de ses impôts en fait. Donc, il y en avait une partie, en tout cas, voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Sauf que moi, j'étais plus ou moins perdante, même si je recevais de l'argent. Cet argent n'était pas assez pour que je puisse vivre, puisque j'étais obligée de travailler. J'étais encore sous son foyer fiscal et j'avais pas le droit à la CAF. Donc c'était vraiment une période compliquée de ma vie. En plus, je savais pas gérer mon argent, puisque c'est un sujet tabou dans les familles maltraitantes. L'argent... c'est un sujet tabou dont on ne parle pas, dont on ne parle jamais. On te reproche tout le temps le fait que tu dépenses de l'argent, mais par contre, on te reproche le fait que tu dépenses de l'argent, mais par contre, on te dit pas à combien d'argent t'as droit, comment est-ce que tu dois gérer ton argent, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment très flou. Et c'est encore une fois ce manque de transparence qui fait que on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'y connaît rien. Donc, pour arrêter de se déclarer sous le foyer fiscal de ses parents et se déclarer tout seul pour obtenir les aides de l'État, il faut que vous déclariez vos impôts
tout seul, en disant que vous n'êtes plus sous le foyer fiscal de vos parents. Et pour ça, il faut juste aller sur impôts.gouv.fr ou alors contacter votre centre des impôts, dire que vous voulez déclarer vos impôts pour la première fois. Ils vont vous filer votre numéro d'immatriculation et votre numéro fiscal, je crois. Du coup, ça vous créera un compte et vous pourrez, avec le site internet, déclarer vos impôts pour la première fois. Voilà. N'hésitez pas à les appeler dès qu'il s'agit de déclarer ses impôts et de les payer, en sachant que les premières années vous paierez rien du tout parce que quand on gagne rien on paie rien, évidemment. Donc c'est juste pour déclarer 0€, hein, vraiment. Mais ça va être avantageux pour vous parce que vous aurez les aides de l'État. Et ça, c'est quand même vraiment très cool. Donc voilà, et ça aussi c'est un vrai sujet dans les familles maltraitantes. Les parents disent oui, non, reste sous mon foyer fiscal, comme ça t'as un statut étudiant et c'est plus avantageux pour toi. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, ça ne sera jamais. Il y a aussi un autre truc que vous devez savoir, une autre information assez importante. C'est que quand tu te déclares seul et que tu commences à travailler, tu n'es plus un statut étudiant, même si tu vas à la fac. Tu es considéré comme salarié. Du coup, quand tu t'inscris à la fac, tu ne payes plus la sécurité sociale étudiante, qui est obligatoire normalement. Ta sécurité sociale, c'est la CPAM, ça devient la CPAM, c'est la sécurité sociale des salariés. Et en fait, c'est la CPAM, elle est prélevée sur ton salaire de manière automatique, en fait, de ton salaire brut. Je crois, je ne suis pas sûre. En tout cas, tu n'as pas à la payer à l'inscription de la fac. Donc, si tu as un contrat de travail, tu le prends, tu en fais une petite photocopie, et quand tu t'inscris à la fac, au lieu de payer 300 balles, tu payes 140€, parce que tu ne payes pas la sécurité sociale étudiante. Et ça, c'est vraiment très important à savoir aussi. Donc voilà, même si les études sont censées être gratuites, 300€, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé. Alors, attendez, que je retrouve. Hop, nous sommes ici. Alors, salut Tévi, j'ai un témoignage, mais je sais pas si ça peut s'appliquer sur le thème du podcast de cette semaine. Si je l'ai retenu, je pense que c'est le cas. J'ai l'impression que mon père fait une sorte de maltraitance financière inversée à ma mère, c'est-à-dire qu'il a investi tout ce qu'il pouvait dans son entreprise, il a mis notre ancienne maison à son nom, il la laisse gérer toutes les affaires financières, rendez-vous à la banque, impôts, compte bancaire, etc. Mais souvent il essaye de la faire culpabiliser, en plus de mon frère et moi, en disant que c'est ma mère qui l'a forcé à faire tout ça. Puis il insiste en disant que ma mère veut lui voler son argent et le mettre dehors. J'insiste sur le fait que c'est lui qui ne veut juste jamais s'occuper de ce genre de sujet. Maintenant, il utilise aussi ça pour lui faire du chantage affectif et pour se victimiser devant mon frère et moi, comme s'il voulait nous éloigner de notre mère. Alors, c'est un comportement typique des pervers narcissiques. Ça s'appelle du gaslighting ou détournement cognitif. Ok, alors comment ça s'articule ? Le gaslighting ou détournement cognitif, c'est une technique de manipulation qui consiste à dire à la victime que tout ce qu'elle dit, que toute sa perception de la réalité est fausse. Pour retourner ça contre elle, pour qu'elle se pense folle, en fait. Tout simplement. Donc, ton père, ce qu'il fait, c'est qu'il dit à ta mère, voilà, c'est toi qui t'occupes de tout, moi je te fais confiance, je te fais tellement confiance que je te donne tout mon argent, etc., etc., et à la fin, quand c'est fait, il lui dit « Tu fais ça pour me voler, j'ai jamais dit ça, t'as mal compris », enfin toutes ces phrases-là qu'on a aussi entendues de nos parents, « T'as mal compris, etc., etc. » Et tu as l'impression qu'il fait ça pour éloigner votre mère de vous, mais c'est tout à fait le cas, parce que c'est comme ça que fonctionnent les pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'ils isolent leurs victimes. Ils isolent leurs victimes non seulement, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, non seulement de leur famille, en disant oui, ta famille elle m'aime pas, mais c'est parce qu'elle veut pas que tu sois heureuse, tu devrais couper les ponts avec eux, ils sont affreux, de ses amis, particulièrement s'ils sont pas d'accord avec la situation, oui, tu devrais arrêter de voir tes amis, ils sont contre notre couple, machin, ils sont pas bons pour toi, ils te veulent du mal. Et ensuite, l'étape logique d'après, c'est isoler de son travail, arrête de travailler, moi je vais m'occuper de toi, je vais te donner tout mon argent, etc., etc. Et ensuite l'isoler de ses finances, ou alors lui donner
tout le contrôle des finances pour ensuite jouer la victime et essayer de reprendre le contrôle de cette manière aussi. Donc ça fonctionne dans ce cas-là aussi, évidemment. Oui, c'est une forme de maltraitance financière. C'est juste une manière de reprendre le contrôle de la situation et aussi de faire croire à ta mère qu'elle est complètement folle et que elle a mal interprété la situation. Donc voilà. Courage à toi et courage à ta mère dans cette situation-là. J'espère que vous pourrez avoir une conversation éclairée sur le sujet pour qu'elle puisse s'en aller. Voilà. Témoignage suivant. C'est un long témoignage, c'est super. Alors, hello, j'espère que tu vas bien et merci pour tes TikTok et tes podcasts, ça m'a énormément aidé à comprendre ma situation et aller de l'avant. Je t'écris concernant les violences financières, ça ne correspond pas exactement à la situation que tu as décrite dans tes stories, puisque j'ai l'impression que ma mère utilisait plus ça pour me dénigrer que pour me contrôler, mais ça me fait quand même penser à ça. Je suis triplée, et ma mère nous a toujours fait comprendre que nous coûtions très cher. Nos parents gagnent plutôt bien leur vie, on avait une grande maison, on partait en vacances au ski, on achetait toute la nourriture bio, mais ma mère nous mettait la pression constamment en disant qu'on mangeait trop, qu'on devait avoir des habits de seconde main parce que ça coûtait trop cher, qu'on devait utiliser une paire de chaussures pendant des années pour les rentabiliser. Une amie du collège m'a rappelé il n'y a pas longtemps que ma sœur avait passé 6 mois au collège avec des chaussures trouées, on voyait littéralement ses chaussettes au travers, la semelle était trouée aussi et laissait passer l'eau, super pratique quand on habite dans le nord de la France. Je me rappelle avoir très froid l'hiver, puisque je n'avais pas de vêtements ni de chaussures adaptées, mais ça me paraissait normal à l'époque. Ce n'est que très récemment que j'ai compris qu'on pouvait ne pas avoir froid l'hiver. Pardon. C'est récemment aussi que j'ai découvert que je pouvais avoir des vêtements et chaussures à ma taille et que je pouvais en acheter d'autres sans culpabiliser si ce n'était plus le cas. Quand moi et mes sœurs avions 16 ans, nos parents se sont séparés. Séparation très lente qui a duré des années, pendant lesquelles ils vivaient encore sous le même toit tout en s'ignorant ou s'engueulant tout le temps. Finalement, elles se sont enfin décidées à vendre la maison et à emménager chacun de leur côté. J'ai jamais compris le concept de rester ensemble pour les enfants, ça nous a plus traumatisés qu'autre chose. Et mes sœurs sont allées vivre chez mon père et moi chez ma mère. Oula, ça sent mauvais. Depuis que ça n'allait plus entre deux, elles partaient pendant des semaines de la maison en nous laissant un peu d'argent, mais on ne savait pas où elles étaient ni quand elles allaient rentrer. La situation était insupportable et dès que j'ai eu mon bac à mes 17 ans, je suis partie travailler à l'étranger en tant que serveuse. Je suis revenue après 1 an et demi parce que mes parents m'ont fait comprendre qu'il était temps de démarrer des études et je suis donc revenue vivre chez ma mère. Elle m'hébergeait mais je payais ma nourriture et mes habits. Elle me faisait toujours comprendre qu'il fallait que je prenne mon indépendance financière, mais ça allait plus ou moins. Jusqu'à ce que j'arrête mes études après un DUG, en étant toujours aussi perdue sur ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai commencé à travailler en bar et dans la restauration, et elle, entre-temps, a emménagé avec son nouveau mec en Bretagne, tout en gardant sa maison dans le nord pour nous, entre guillemets, moi et mes sœurs, et aussi parce que ça l'arrangeait puisqu'elle revenait une semaine tous les mois pour voir mes grands-parents. Au bout d'un moment, elle a commencé à me demander un loyer, elle a fait le compte de toutes les dépenses de la maison, eau, électricité, impôts, réparation, et m'a demandé de payer puisque j'habitais là et pas elle. À l'époque, j'avais quelques difficultés financières et je lui ai dit que je ne pouvais pas payer. Elle me l'a redemandé plusieurs fois, mais je ne pouvais toujours pas. Vient le confinement et je perds mon travail en bar puisque tout ferme et j'étais en contrat CDD soir par soir, alors pas de chômage partiel. Et une petite indemnité de chômage qui part très vite. Arrive un moment où je n'ai plus aucun revenu et aucune possibilité d'aide, j'avais 24 ans, pas le droit au RSA, et ma mère me demande toujours de payer. Elle râlait aussi tout le temps sur le fait que je ne faisais rien et que je ne me bougeais pas pour avoir un travail. J'ai envoyé plus d'une centaine de CV à cette époque, personne ne recrutait pendant le premier confinement, et surtout elle était toujours en Bretagne et ne pouvait pas voir si je me bougeais ou pas, mais elle ne me croyait pas quand je lui disais. Forcément, je n'allais pas bien à cette époque, et un ami m'a proposé de m'emmener en vacances avec lui, tout frais payé. Le problème, c'est qu'il fallait garder le chat de mes grands-parents, qui habitaient maintenant chez ma mère, là où j'habitais, après qu'elle soit allée en maison de retraite. La seule solution que j'avais, c'était qu'une amie vienne habiter chez moi et s'en occupe puisque c'était un très vieux chat et qu'il fallait lui donner des médicaments tous les jours, et que personne n'était prêt à faire le trajet tous les jours. J'ai demandé à ma mère si c'était possible en lui présentant mon amie, en lui disant qu'elle prendrait soin de la maison. Ma mère s'était énervée très violemment en parlant d'une invasion de son intimité.
alors qu'elle n'habitait plus dans la maison, et a fini par me dire que mon amie pouvait venir garder le chat, mais qu'il fallait que je quitte la maison avant l'hiver. Elle savait que je n'avais pas de revenus et pas de possibilité d'en avoir dans un futur proche avec la pandémie. Finalement, je suis partie en vacances et j'ai déménagé chez mon père quand je suis revenue. Depuis, je suis très heureuse, j'ai décroché un CDI, je vais reprendre des études dans un secteur qui me plaît, et mon père me soutient moralement, financièrement, même quand je n'en ai pas besoin, et même inconditionnellement. Je ne parle plus à ma mère et je l'ai bloquée de partout, mais elle parle encore à mon père, ma grande sœur et d'autres membres de la famille, et se plaint à qui veut l'entendre que ses filles, mes 2 sœurs triplées aussi, ne lui parlent plus. J'ai redécouvert le bonheur de ne pas avoir à stresser de ce que je mangerai le lendemain, et je me rends compte maintenant de l'état dans lequel cette situation me mettait. Non seulement elle me critiquait pour être dans une situation pas évidente, mais à la fois elle faisait tout pour que je n'en sorte pas. Forcément, la situation sanitaire s'est améliorée, mais ce n'est pas un hasard si j'ai trouvé un CDI juste après être partie de chez elle. Énormément d'opportunités s'offrent à nous quand on est en condition mentale pour les saisir. Pendant toute cette période où ça n'allait vraiment pas financièrement, j'ai aussi commencé à vendre mes sous-vêtements et des photos avec sur internet. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait et ça m'a beaucoup aidé financièrement, mais je sais aussi que je ne l'aurais jamais fait si j'avais eu le choix avec un train de vie confortable. En réfléchissant à tout ça, maintenant, et grâce à toi, j'ai compris qu'un parent ne devait jamais mettre son enfant dans cette situation, surtout si ce parent a des moyens. Toute cette histoire laisse encore des traces aujourd'hui, et je dois me rappeler parfois que je ne suis pas une parasite, une enfant de bourge trop gâtée, c'est ce qu'elle disait de moi et mes sœurs, et je ne coûte pas trop cher à mon entourage, et que je mérite de l'attention, du respect et de l'amour. Encore merci à toi, tu m'aides beaucoup, et courage à toutes les personnes qui vivent des situations comme celle-là. Eh bien oui, courage à vous tous et à toutes, parce que c'est vrai que c'est vraiment très difficile de vivre dans cette situation-là. Alors je reconnais beaucoup le comportement de ma mère dans celui de la tienne, parce qu'elle était vraiment très comme ça, et que... sauf que ma mère, elle était du genre à snap du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'elle était sympa, et tout à coup, elle pétait un câble. Parce qu'elle savait pas gérer ses émotions, enfin je le sais maintenant parce que je suis coach et que je vois beaucoup de gens comme ça. Du coup, elle était du genre à... oui, tout va bien, je te paye des trucs, c'est vraiment sympa toute la vie, et le lendemain, il faudrait que tu payes 650 € de loyer à partir de tel jour, telle heure, parce que j'en ai marre de toi, parce que tu me coûtes trop cher. What? Ça sort de quoi? De quel... de quoi ça sort? Enfin bon bref, déjà qu'elle payait pas les courses, enfin je veux dire... voilà, c'était moi qui payais les courses pour tout le monde, moi et mon frère, on payait les courses du foyer, donc c'était vraiment... compliqué à cette époque-là. Bref, donc je comprends que en fait ce qu'elle voulait, ta mère, c'était récupérer la maison pour elle toute seule et qu'elle supportait pas que tu vives dans cette maison et qu'elle ne te voyait comme un moyen de gagner un peu plus d'argent. D'ailleurs, petite anecdote, ma mère avait proposé à son frère et à ses potes de louer la maison familiale dans laquelle elle vivait aussi, parce qu'il y avait plusieurs chambres de libre, et qu'elle avait refait les comptes, enfin bon, bref, toute une histoire. Et au dernier moment, alors qu'ils étaient tous prêts à emménager, elle a dit non. Et elle m'a fait la même chose. C'est la dernière fois que je lui ai parlé d'ailleurs. Elle m'avait proposé de réemménager chez elle, alors que j'habitais toute seule dans mon studio dégueulasse à Paris, souvenez-vous. Donc j'ai dit oui, ok, que ça m'arrangeait beaucoup, blablabla. 3 semaines avant la fin du bail de mon appartement, je l'ai appelée pour lui dire « Est-ce que t'es toujours d'accord pour que je vienne habiter chez toi ?» Elle m'a répondu non et elle m'a raccroché à la gueule. C'est une des dernières fois où je lui ai parlé. Donc, ma mère est charmante. Ma mère est charmante. Donc j'ai dû déménager en catastrophe. J'habite en région parisienne. Mon père habite dans le sud de la France. Donc j'ai dû déménager toute seule, sans voiture, sans rien. Toutes mes affaires de mon petit studio... dans la maison de mon père dans le sud de la France. C'était funky. Et j'ai pas été moins maltraitée chez mon père. Hein. C'est pas parce qu'il me donnait de l'argent qu'il me maltraitait moins. Absolument pas. Absolument pas. Il utilisait cet argent pour me maltraiter plus, d'ailleurs. Donc, le fait qu'un parent donne de l'argent à son enfant n'est pas preuve qu'il ne le maltraite pas. C'est le contraire, souvent. Hein, souvent les parents utilisent l'argent comme moyen de manipulation. Et c'est pour ça que le fait qu'ils me donnaient de l'argent n'était pas un truc dont je parlais souvent. Parce que
Et j'ai encore des séquelles, hein. Quand on m'a posé la question sur TikTok, comment est-ce que t'as fait pour t'en sortir, j'ai encore des réticences à dire c'est mon père qui m'a donné de l'argent. Parce que j'ai encore la peur inconsciente que y a certaines personnes qui me disent oh bah son père il est pas si nul que ça vu qu'il t'a donné de l'argent. Ouais, mais par contre tous les mois il me le reprochait, tous les mois il me manipulait avec, et jusqu'à très 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 longtemps c'était un moyen de pression sur moi pour que je fasse ce qu'ils veulent. Donc c'était pas quelque chose de très très sympa. Donc je comprends tout à fait ta situation puisque j'ai vécu plus ou moins la même, pas pouvoir payer et être dans cette situation-là absolument affreuse. Voilà. Donc on va passer au dernier témoignage de cette journée, de cet épisode, 8e épisode, ça fait déjà 2 mois qu'on est ensemble les gars, c'est super. Alors, coucou, j'ai un petit témoignage sur la maltraitance financière, encore sur les parents de mon mari. Il travaille dans l'entreprise de BTP de son père et est carreleur, et c'est un excellent carreleur. Il a été meilleur apprenti de France et il a travaillé chez les Compagnons du Devoir, il est donc vraiment doué. Stylé. Chez son père, il était payé 1400 € pour 39 heures de travail déclaré, sachant qu'il travaillait minimum 10 heures par semaine, en plus gratuitement. Ah oui, 10 heures en plus gratuitement, et toutes les vacances gratuitement. Ah ouais, pas payé pendant les vacances, ça fait très très mal. Pour seulement 1400 € par mois pour un 39 heures. Enfin 49 heures vu qu'il travaillait 10 heures de plus, bon bref. S'il avait l'audace de demander d'être payé pendant ses congés payés, il se faisait éclater. Son père lui répétait constamment qu'il était très mauvais dans le carrelage et qu'il le gardait pour pas qu'il soit dans la merde. Il le rabaissait toujours et il y avait toujours des problèmes au niveau de ses fiches de paye. Quand on s'est mariés, mon mari a voulu démissionner car une entreprise lui proposait 2500 € pour son travail d'excellence. Du coup, son père, ne voulant pas perdre son meilleur élément, a augmenté à 1800 €. Mais c'est toujours pas assez, il y a quelqu'un d'autre qui lui a proposé 2500. Il aurait dû partir à ce moment-là. Partir. Bref, c'est ça l'emprise. L'emprise, c'est ça. Même quand on a l'occasion de partir, on part pas. Parce qu'on pense que ça va s'arranger. Sauf que non. Jusque-là, tout va bien, mais il se met à l'exploiter encore plus, à le faire travailler 7 jours sur 7, pas de vacances, en 2 ans, même pas une journée. Quand mon mari s'énervait, il lui disait que c'était un ingrat, que la société allait être à lui l'année prochaine, mais il disait ça tous les ans. Ah, c'est pour ça qu'il est resté, c'est là bien l'emprise. C'est parce qu'il pensait qu'il allait récupérer la société. Donc il disait ça tous les ans, 7 ans après, il n'est toujours pas à la retraite. Bref, toujours à le rabaisser, l'exploiter. Et du fait qu'il travaillait avec lui, il lui disait de pas sortir car il travaille le lendemain. Il nous demandait des comptes sur nos dépenses, sur le fait que moi je travaillais pas, j'étais étudiante, etc. Il était archi intrusif dans notre vie et la mère de mon mari aussi a toujours décidé pour nous et nous considérait comme des enfants puisque financièrement on dépendait de lui. C'est le passé, vous aurez pas pu savoir. Son père et sa mère nous faisaient sentir qu'il était extrêmement bien payé vu ses capacités limitées selon eux. Bah non, vu que quelqu'un d'autre lui proposait 2500 €. Ah, je vais pas lâcher ce truc-là, hein, je suis désolée. Et sur le coup, presque on y croyait, même si les autres employés nous disaient que c'était pas normal. Et oui, c'est ça l'emprise, c'est aussi normaliser les maltraitances. Il nous mettait dans un rôle presque de reconnaissance alors que être payé pour son travail c'est normal. Et là, il a été très mal payé, voire exploité. À force de se sentir notre sauveur, ils en sont venus à demander à mon mari de divorcer avec moi. Ah oui, tranquille. C'est d'une tranquillité tranquille là. Sans aucune raison du jour au lendemain, il lui faisait des ultimatums. Lui disait que je me laissais aller parce que j'avais grossi et que j'étais moche, feignante et que je travaillais pas. Et mon mari disait rien, ce qui nous a presque emmenés à divorcer. Tu m'étonnes. J'arrivais pas à comprendre pourquoi mon mari ne me défendait pas alors que j'avais grossi à cause d'une maladie, etc. Mais en fait, il était tellement sous leur emprise, il lui répétait que sans argent, un homme ne garde pas une femme, et lui gagnait très peu, et toutes les tensions dans notre couple ont encore plus accentué notre malaise vis-à-vis de cette situation. Un jour, il a eu une hernie discale à 24 ans, merci le travail 7 jours sur 7. Il s'est donc mis en arrêt et là, il a très mal pris la nouvelle et dès son retour, il lui a fait signer une rupture conventionnelle sans même lui dire ce que c'est. Horrible. Horrible. En rentrant à la maison,
Il me dit ça, je lui demande donc son exemplaire pour voir un peu ce que c'est et il me dit que son père a tout gardé. On demande donc à son père de nous donner notre exemplaire et il nous dit que non, il n'y a qu'un exemplaire pour lui et un autre qu'il a expédié. On regarde sur internet et on voit qu'on a 14 jours pour se rétracter, donc on décide de se rétracter afin de plus réfléchir à la situation, ne sachant pas le matin même qu'il signerait une rupture conventionnelle. On pirate son adresse mail et on trouve le mail de la comptable avec la rupture conventionnelle antidatée de façon à ce que le jour qu'il ait rempli le document soit le dernier jour de rétractation. Mon mari va travailler les 2 dernières semaines qu'il devait quand même faire et en parle avec lui pour comprendre son père qui dit n'importe quoi et s'énerve. Ensuite, on coupe les ponts, du coup, il décide de ne pas payer les 2 dernières semaines de travail et d'intercepter les documents qui nous permettent de toucher les congés payés. Pour nous mettre dans la merde, pour nous sortir un peu de la galère, mon mari trouve un petit chantier, mais n'ayant pas de matériel, il demande à son collègue de lui prêter la carrelette cassée du dépôt de son père. Son père l'apprend et le recontacte en disant de rendre la carrelette. J'en profite pour prendre le téléphone de mon mari et lui dire que s'il ne nous rend pas les documents pour les congés payés, on porte plainte. Et il nous rend enfin 3 mois après. Et il nous les rend enfin, 3 mois après. 3 mois durant lesquels on n'avait aucune rentrée d'argent. Mais quelle horreur cette histoire! Après tout ça, on a coupé les ponts, meilleure décision de notre vie. Mon mari a repris confiance en lui et la valeur de son travail et aujourd'hui il a ouvert sa société de carrelage et il gagne 1500 € à la semaine minimum. Yes! Je ne me vante pas, mais j'en parle pour donner espoir. Mais ce n'est pas de la vantardise, c'est de la fierté et on a le droit d'être fier de soi. Aujourd'hui, il s'est relevé de tout ça et il va mieux, sa société cartonne et il fait les plus belles villas et hôtels de la Côte d'Azur, des chantiers que son père n'a jamais eu de sa vie. Les clients de son père nous appellent pour leur chantier. Ha! Il le dévalorisait tellement qu'on pensait être normal, qu'on pensait que c'était normal d'être si peu payé et étant dépendant de lui sur toutes ses réflexions sur moi, mon poids, notre vie, mon mari et moi, on n'osait rien dire de peur qu'il le foute au chômage. La meilleure chose qu'il ait fait pour nous, c'est de le licencier. Bon, aujourd'hui, il se vante que notre société cartonne grâce à lui parce qu'il savait que c'était le seul moyen pour qu'il se bouge le cul comme si, en travaillant 7 jours sur 7, il se bougeait pas le cul, MDR. Voilà, je suis juste tellement fière de mon mari qui, pour nous sortir de la merde, a acheté des outils sur Le Bon Coin et s'est lancé dans sa société et petit à petit s'est développé son talent et son savoir-faire et nous a permis d'avancer alors qu'il disait que mon mari a un gros poil dans la main, qu'il était fainéant. Bah ouais, vouloir se reposer un jour par semaine, c'est être fainéant. Pour finir, il s'est fait humilier et dévaloriser pour accepter de travailler pour si peu, mais la vérité c'est qu'il méritait plus et aujourd'hui il gagne le double voire le triple de ce que gagnent ces 2 connards de parents réunis, MDR. Désolée, c'est archi long encore, merci pour tout ce que tu fais. Bah écoute, merci pour ton témoignage, c'est absolument génial qu'il ait pu se relever de cette situation et c'est un beau message d'espoir pour le reste des gens qui sont sous emprise financière de leurs parents. Tout comme moi, je suis sortie de cette dépendance financière, j'ai travaillé pendant longtemps et ensuite j'ai ouvert ma propre entreprise et aujourd'hui je gagne beaucoup plus que quand j'étais salariée et beaucoup plus que les salariés qui ont 10 ans de plus que moi et qui ont 20 ans de carrière. Donc ce n'est pas parce que vous prenez un temps de recul et que vous commencez à faire des petits boulots pour sortir de l'emprise financière de vos parents, que ça veut dire que vous allez rester hôtesse d'accueil ou équipier chez McDo toute votre vie. Si vous trouvez que c'est un travail provisoire, voilà, parce que souvent ça l'est. Mais si vous trouvez que c'est un travail que vous trouvez cool et que vous avez envie de faire ça toute votre vie, vous faites absolument ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas parce que vous faites un petit boulot maintenant pour vous sortir de la merde financièrement que vous allez y rester toute votre vie. Non, ce n'est qu'un pas en avant, ce n'est qu'un élan en fait, ce n'est que l'élan que vous prenez pour vous élancer dans la vie.
Donc n'ayez pas peur de partir, n'ayez pas peur de déclarer vos impôts seul, même si vos parents vous en voudront, parce que de toute façon ils n'auront plus d'emprise sur vous financièrement, donc ils ne pourront plus faire de pression sur vous. Et voilà. Et ne pensez pas que parce que vous arrêtez pour l'instant vos études pour travailler, ça veut dire que c'est une mauvaise décision. Ce n'en est pas une. Vous avez le droit de prendre quelques années pour vous remettre à flot financièrement. Ça va vous faire du bien, vous serez moins stressé, parce qu'il n'y a rien de plus stressant que d'être dans une précarité financière. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous et à toutes pour tous vos témoignages. Merci. Ça fait déjà 2 mois qu'on a commencé. Je trouve ça incroyable que vous soyez toujours aussi nombreux et nombreuses à m'écouter, alors que j'étais pas du tout destinée à faire des podcasts. Je suis hyper contente que ça fonctionne. Je suis hyper contente que ça puisse vous aider. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et on se voit la semaine prochaine pour ce nouvel épisode de Toxique. Ciao!